Bonjour à tous. Voilà, donc c'est ici que se finit la série consacrée à Carl Schmitt. Et je vais profiter un petit peu de ce court épisode pour pouvoir vous présenter un petit peu les grandes idées que nous devons garder de lui. La première, c'est par rapport à la notion du politique. La politique est agrégée à l'humain. L'homme a une nature sociale à s'organiser, à faire institution, à faire des normes qui permettent à leurs semblables de se ressembler de plus en plus pour pouvoir faire communauté. Ensuite, dans cette même œuvre, la notion du politique, il mène à la fois la distinction de l'ami et de l'ennemi. C'est à travers les yeux de l'ennemi qu'on arrive à distinguer le fondement de notre politique et la manière dont on se renforce dans l'avenir. Sur tous les plans, identitaires, culturels, économiques, stéréotypes, social, plein de choses. Et cela améliore et restructure certains vices qui composaient la structure englobante de la communauté. Troisièmement, la religion catholique. Carl Schmitt reste quoi qu'il arrive, même s'il a un peu adhéré au parti nazi pendant 3 petites années, jusqu'à s'en désolidariser et tout en restant prof agrégé à l'université, il garde quand même le fait que le catholicisme et que le rapprochement avec Dieu est essentiel pour la construction d'une politique. Il reprend à la fois Rome, mais il reprend aussi les grands héritages grecs, latins, jusqu'à la réconciliation de ces deux au sein de l'Église catholique et du parloir latin. Et à travers cela, il part du principe que sa société à l'époque, elle était dans des confusions, un petit peu dans une certaine conception de l'apocalypse, où il y a de la corruption, le mensonge, la confusion des concepts, l'incertitude, le manque d'espérance. Et à travers cette œuvre politique, il incite surtout les gens à se réapproprier Dieu indirectement. Il ne le dit pas explicitement dans ses œuvres, mais à travers son vécu, à travers ses croyances, ça se lit, ça se comprend entre les lignes. Deuxièmement, par rapport à la force de l'État. Dans la théologie politique, il nous fait comprendre que dans les cas de crise, dans les cas d'exception, ce qui est un petit peu une copie des pouvoirs spéciaux que nous avons dans notre constitution belge, c'est le fait que l'État reprenne part de la décision, dans le sens où ce qui relevait de l'activité parlementaire, etc., lorsque la bienséance démocratique n'a plus les moyens de se maintenir, l'État se retrouve à prendre la décision existentielle, incorrecte parce qu'intuitive, d'un souverain, et que le souverain est le seul à garantir la défense, la protection de la veuve et de l'orphelin, comme les institutions qui la garnissent. Pour la théorie du partisan, nous pouvons dire qu'il y a des groupes non étatiques, ceux qui font le partisan, qui peuvent défier l'autorité de l'État lors de ces moments de faiblesse. Il y a 2 types d'États. Nous avons peut-être l'État total fort et l'État total faible, un petit peu comme je l'ai dit. L'État total fort, c'est un peu le système russe, c'est-à-dire que nous avons un chef d'État qui est très décisionnaire, très autoritaire avec ses collègues et ses employés, entre guillemets, de l'administration. Et ensuite, une classe d'oligarques qui est à la base non étatique, qui ne se mêle plus de politique, mais qui permettent de renseigner le président sur le constat économique des marchés. Donc, ce qui permet à la fois au président de garder la décision et le monopole, puis avoir des groupes non étatiques qui sont soumis à sa décision. Ensuite, nous avons l'État social, l'État total faible, qui est le fait de dire que l'État, certes, s'est peut-être réinventé dans l'entrepreneuriat, où l'argent a pris plus de place dans la souveraineté politique, où d'ailleurs les deux se confondent, et par le fait, par exemple, que chez nous, dans le système particratique que nous avons, la décision relève vis-à-vis d'une compromission entre des gens qui ne sont pas des mêmes fondements et qui ne sont pas d'accord, ne serait-ce que dans l'offre politique ou ailleurs, et par le fait que malheureusement en Belgique on ne défende, surtout en Wallonie et à Bruxelles, que la fiscalité et l'économie, c'est ce qui fait que la décision relève de plus en plus et se renforce au sein des groupes non étatiques, donc en l'occurrence des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des organisations multinationales, ou soit la soumission de l'État à une souveraineté extérieure, et d'ailleurs à travers un choix souverain de sa part. Nous pouvons synthétiser cela. Deuxièmement, pour revenir un petit peu aussi à la notion moderne du partisan, il peut être vu comme celui qui peut représenter une alternative politique vis-à-vis d'un système qui a perdu sa légitimité, qui n'arrive plus à asseoir sa décision, et troisièmement, qui a perdu tout contact avec l'histoire et l'évolution. Ce sont ces 3 choses-là que nous pouvons mettre en avant.
Ensuite, par rapport à la Constitution. Carl Schmitt, contrairement aux constitutionnalistes plutôt de gauche, assez libéraux, assez valorisants du point de vue de la loi, qui sont plutôt légalistes, et qui scindent l'état de la société. Carl Schmitt n'est pas d'accord avec ça. Il part du principe que c'est un chef qui régule l'ensemble et la cohérence de la communauté, et que par le fait que le chef soit aussi le représentant de son État, la constitution de l'unité politique est née avec l'État. En l'occurrence, qui est souveraine parce qu'appartenant à l'État. Et cela relève vraiment la dispute entre les grands courants philosophiques du droit, entre ceux qui interprètent l'État comme un organe administratif qui est gouverné par la norme juridique, donc en l'occurrence le renforcement du pouvoir des juges, ce que nous pouvons voir un petit peu dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, ou les autres, qui est de dire que l'État est le monopole spirituel, décisionnaire et historique de notre société. Notre contrat réside dans la continuité de Hobbes, qui est de dire qu'il veille à notre protection, au lieu de se faire justice soi-même, et que l'État est important dans la société parce que c'est lui qui détient les clés de la société et de la sphère juridique. Parce que, antérieurement, politique. Ça, c'est vraiment aussi le point de vue de la Constitution schmittienne, qui est de dire que la Constitution est avant tout politique, puis juridique. Parce qu'elle est née d'une unité produite par des normes d'abord communautaires, et puis des stratifications qui amènent à ce qu'une certaine classe protège la majorité. Donc au final, que la norme se transmette plus d'un échelon horizontal, mais de quelque chose de vertical allant du haut vers le bas. Donc c'est dans une organisation politique que la loi juridique est née. Et d'ailleurs, la loi juridique a toujours une orientation politique avant qu'elle ne soit normative dans les institutions politiques. Voilà. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes que nous pouvons voir vis-à-vis de la Constitution. Dernièrement, et là j'en finirai ici, par rapport au Großraum, le grand espace. Carl Schmitt le modernise en le mettant sur un prisme géopolitique et on va dire religieux, même s'il ne le dit pas forcément. C'est pas vraiment le centre de sa recherche, mais en tout cas, le politique est appréhendé inconsciemment d'un cerveau baigné dans la révélation catholique. Ratzel vous aurait dit que l'État est un organisme vivant. Et bien Carl Schmitt, lui, pense l'inverse, c'est-à-dire qu'il reprend la notion d'état stratège de Clausewitz ou encore de Fichte, c'est-à-dire qu'à travers une défaite lourde, on modernise la manière dont on gère les armes, la manière dont on porte notre perception de l'identité vis-à-vis des nôtres et vis-à-vis des autres, donc vis-à-vis de nous et des autres, toujours dans une logique d'universalisme, mais qui n'est plus abstraite, mais qui se base sur une chose concrète, stratifiée, rigide, et dont la rigueur et la discipline permettent la construction du demain pour prendre le pas et regagner la place mondiale. Et pour revenir un petit peu à ce que je disais par rapport au grand espace, il symbolise d'abord que c'est un espace assez étendu. Deuxièmement, où l'Allemagne est le centre de toutes les normes politiques au sein de ce grand espace, religieux, politique, social, économique. Troisièmement, il ne germanise pas les non-germains, mais, en l'occurrence, il absorbe les autres nations. Absorber ne signifie pas les occuper militairement, mais les garder sous son emprise décisionnaire et donc sensible et instructive dans la continuité de l'idéal qu'elle souhaite étendre. Et quatrièmement, c'est un espace qui est déjà, entre guillemets, avec des douanes, avec des frontières, et dont l'intervention extérieure n'est pas possible. Donc en l'occurrence, si par exemple, imaginons, le Großraum avait lieu avant le débarquement de Normandie, eh ben, on n'aurait pas laissé les Américains rentrer. Mais par le fait que Staline ait libéré l'Europe en ayant, si vous voulez, en voulant s'introduire, par exemple, je le mets dans quelque chose de plutôt historique, pour détruire l'Allemagne nazie, eh ben, il y a eu des interventions extérieures, et en l'occurrence,
le Grausraum ne peut pas avoir lieu et l'Allemagne, elle perd. Par exemple. Et dernièrement, et je vais en profiter pour répondre aux commentaires qu'il y a eu en dessous de la vidéo de la théorie de la Constitution, et ce qui est un peu dans la lignée avec Carl Schmitt et dans l'histoire de la Constitution, c'est que quelle est la différence entre la gauche économique et sociale et, par exemple, et l'inverse, donc en l'occurrence la droite de l'honneur, catholique, etc. Premièrement, elle baigne sous deux anthropologies différentes. En l'occurrence, la droite a toujours une philosophie, morale ou immorale, ça dépend de quelle position on se trouve, mais en tout cas une philosophie politique qui se base premièrement au sein de la noblesse, au sein de la manière de structurer l'État et de protéger la population. Donc la droite a toujours erré dans les courants intellectuels, dans les salons, dans le métier des armes, et donc ce qui fait que l'économie est vue de leur point de vue comme quelque chose de dégradant. Parce que par le fait que le métier des armes, comme la manière de faire la guerre et de protéger la population, elle se fait au sein d'une unité spirituelle et dans une logique d'honorer ses lignées antérieures qui avaient le même métier, il y a toute une métaphysique qui façonne l'identité de chacun des ordres sociaux, et dont celle de la droite et de la noblesse, qui est de protéger la veuve et l'orphelin dans la continuité en tant que produit fait par le Moyen-Âge. Ensuite, la gauche, elle est née au sein des classes inférieures, au sein de la classe marchande, c'est-à-dire celle qui privilégie le monde de l'argent au détriment de l'honneur et de l'Église, qui empêche de renforcer son pouvoir. Donc la gauche et la droite, elles se synthétisaient comme une sorte de rapport de force entre l'honneur et le comportement religieux qui était vénéré par les plus hauts de l'État, ceux qui faisaient la droite, et ensuite celle qui travaillait dans l'enceinte du château et qui permettait la mobilisation économique au sein de la société pendant que les nobles allaient faire la guerre, qui étaient ceux de la gauche et donc de la classe marchande. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que à partir du XVIIIe siècle, et surtout à partir du XVIIe siècle, nous avons une sorte de philosophie qui contredit l'ordre religieux et le clergé, donc où on questionne de plus en plus la métaphysique de Dieu, où en l'occurrence, on affaiblit la philosophie de droite comme il y avait au sein des institutions d'État de l'époque. Donc là, on est en train de sombrer vers une sortie du Moyen-Âge, mais qui se base à travers une désincarnation de la conception de Dieu propre à l'Église catholique, à travers les Lumières radicales, la philosophie de Spinoza, un petit peu de Descartes aussi. Pascal, entre guillemets, les contredira, mais on voit très bien qu'on est dans un autre paradigme. Et petit à petit, ça commence à travers une abstraction de Dieu. Ensuite, par après, il va y avoir, durant le XVIIIe siècle, une catastrophe économique en France, un petit peu aussi en Belgique, et en même temps de la métaphysique de Dieu qui s'approche de plus en plus, elle est de nouveau incorporée dans l'encyclopédie des Lumières, et les Lumières modérées, comme Voltaire, Rousseau, Diderot, commencent de plus en plus à revendiquer leur combat contre l'Église catholique. Donc à la fois on rend la condition de Dieu comme une métaphysique liée à une découverte de la raison, et en même temps nous avons la guerre de 7 ans qui a complètement défait économiquement la France et tous les autres pays contre une Prusse qui, avec la complicité du tsar de Russie, s'est retrouvée victorieuse, même s'il y a eu quelques séquelles. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que au moment où, par Baudin, Hobbes, nous avons scindé la religion de Dieu, nous avons désincarné la droite de l'État. Et indirectement, petit à petit, ça va prendre très lentement, par rapport aux deux facteurs que je vous ai expliqués avant, il va y avoir une nouvelle classe de juges qui va commencer à errer dans la société. Des juges plutôt libéraux et qui privilégient la libération du genre humain à travers la loi juridique. Et ces classes de juges en question, plutôt que d'être le bras armé du politique et donc de permettre la cohérence et l'évolution en même temps que la population évoluait, elle s'est incarnée comme une classe qui avait des privilèges, premièrement, et deuxièmement, qui se sert de la norme juridique pour la remonter contre l'État et renforcer aussi son pouvoir à travers une convergence des luttes avec la classe marchande. Et donc la gauche, comme on va l'appeler aujourd'hui, elle se fait à travers le pouvoir des juges en question qui étaient contre l'État, et la classe marchande qui voulait, à son tour aussi, pour des raisons de plus de prospérité économique, désincarner le métier des armes, se moquer des chevaliers, se moquer de tout ce qui faisait les valeurs de l'ancien, pour ensuite affaiblir suffisamment la noblesse et la plier à ses volontés
tout comme à celle des juges. Et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi y a-t-il eu la Révolution française? Ce qui est un petit peu en lien avec ce que je vous ai raconté dans la série de Carl Schmitt. C'est que la France, au XVIIIe siècle, elle a été, par le renforcement des institutions parlementaires et juridiques, petit à petit, ces dernières ont fait sécession avec le roi, et la France a souffert d'un excès de normes juridiques dans sa propre sphère interne. Donc vous voyez, la France, à l'époque, au XVIIIe siècle, il y a tout plein de réformes dans le domaine juridique qui fait qu'elle évolue petit à petit et qu'elle passe petit à petit d'une société d'ordre à une société de classe. Et donc là, il y a de plus en plus de mobilité sociale. Mais la différence, c'est que les juges, tout comme les parlementaires, ont préféré garder leurs privilèges. Quand je dis les parlementaires, ce sont les gens de l'aristocratie, les représentants qui étaient du côté du roi. Ce qui va ensuite renforcer le pouvoir du tiers-état qui viendra par après. Chacun était resté fidèle à ses intérêts et à ses privilèges, et qui fait que, par la condition de la naissance, on ne pouvait pas changer ou permettre les réformes suffisantes et de débloquer les institutions politiques telles qu'elles ont été configurées et enfermées par cette logique d'intérêt et de privilèges. Et la différence, c'est que vous avez une population française qui meurt de faim et qui commence petit à petit à revendiquer des droits, etc., avec l'appareil politique du tiers-état, en fait, qui s'en servait comme un butin électoral. Et vous aviez un État qui était bloqué à cause de cela, le roi qui essayait de faire évoluer les institutions, mais qui ne pouvait pas parce que le Parlement, comme les juges, étaient contre lui. Donc vous avez un État des institutions politiques qui ne peuvent plus évoluer, et puis une société qui veut évoluer. Et indirectement, par le fait qu'on ait touché au fondement de ce qui faisait la collectivité humaine, c'est-à-dire la faim, la soif, l'épanouissement, vous avez petit à petit une révolte par les armes, et on arrive à une sorte de processus dialectique qui amène à ce genre de conséquences et à cet ensanglantement. Et ensuite, la révolution qui s'apprête à être un échec, Robespierre qui commence à guillotiner toutes les têtes, etc., fait qu'on se révolte de plus en plus dans une logique sanglante, mais qui n'a plus de limite. C'est l'anarchie complète. Le roi est décapité. Il y a une épuration des Girondins. Il y a plein de choses comme ça qui fait que il y a une nouvelle élite qui se met en place où on a gommé tous les anciens savoirs qui permettaient la continuité de l'État. Et donc, une nouvelle constitution arrive. Après, il y a Napoléon qui prend le pouvoir par le fait que les Chouans, les Vendéens, les résistants français, royalistes, essayaient de contredire l'ordre républicain pour maintenir le peu d'espérance spirituelle qui leur restait. Il y a des égorgements de prêtres. Enfin, la société française est en train d'évoluer à travers vraiment une violence, mais inouïe et atroce. Et ensuite, là, Napoléon arrive, il prend le pouvoir, et indirectement, il reprend les valeurs révolutionnaires en bâtissant une certaine monarchie impériale. Donc, ce qui fait que le prestige qui était censé être celui de la gauche revient dans la logique de l'État. Et elle se mystifie autour de la personnalité de Napoléon. Napoléon, il porte à l'universel à travers ses conquêtes par les armes, en mettant aussi un peu l'Europe à feu et à sang. Il universalise les valeurs révolutionnaires et libérales. Il européanise l'idéal des droits de l'homme, etc. Le code civil qui va complètement changer nos méthodes de vie, notre manière de percevoir l'homme, toutes des choses comme ça qui fait que petit à petit, on rentre dans le nouveau monde. Dans un monde un petit peu moins religieux, mais dont la philosophie de l'État n'est plus celle de la droite des valeurs, mais plutôt la gauche de l'industrialisation. Donc dans le sens où l'homme évolue et se sent pleinement humain par le fait qu'il participe à un pacte social rationalisé où le code civil napoléonien est glorifié, plus à travers une logique de communauté, mais une logique d'individualisation. Et l'individualisme, comme les intérêts de la classe bourgeoise, se renforcent. Et c'est à partir de ce moment-là où, durant tout le XIXe siècle, la bourgeoisie va non seulement, en plus du prestige économique, de l'intérêt social pour l'innovation, pour l'économie, pour l'industrie, pour la machinerie, etc., indirectement va rendre de façon mécanique la conception de l'identité humaine, et puis à travers un prisme religieux. Mais l'industrialisation
le fait de se construire dans un présent pour mieux innover par après va devenir la nouvelle métaphysique et la nouvelle conception morale que l'autorité bourgeoise va errer dans la société nouvelle. Et indirectement, ça crée désormais une philosophie des institutions politiques, mais qui est pétrie par la philosophie des droits de l'homme et de la gauche libérale. Et par cette logique de l'émancipation du genre humain qui va devenir très culturelle dans la manière de percevoir les classes inférieures, tout d'abord celle qui était conçue comme une nouvelle métaphysique moderne qui est d'émanciper l'individu de l'ancien régime, de la religion, etc., par le fait qu'elle ne puisse plus le faire et que les classes inférieures se retrouvent ensevelies sous la volonté d'une classe qui s'est révoltée par les armes, cela va inspirer une méthode de prospérité qui va faire que l'émancipation du genre humain vis-à-vis des classes inférieures va se recollectiviser. Et donc, la conception sociale de l'ouvrier va être au centre de la nouvelle évolution de la société, contre un ordre qui a substitué l'ancien ordre, mais qui se base sur une conception individualiste, mais qui s'est désillusionné très vite, parce que les droits de l'homme, en fait, ne font que renforcer un individu, mais qui appartient à une classe dominante, et pas l'individu au sens universel et multisocial. Donc ce qui fait que le socialisme va prendre de plus en plus, avec l'ère marxiste, de plus en plus d'ampleur dans la société. Il va y avoir des conceptions de syndicats. Et donc tout ça va faire qu'on va de plus en plus prendre en compte le bien-être du travailleur contre une élite bourgeoise qui ne pense qu'au profit, à l'industrialisation, au monde de l'argent et de l'innovation. Donc il va y avoir vraiment une guerre métaphysique entre deux conceptions du travail totalement différentes, mais dont tous les deux sont complètement athées. Et ce qui fait un petit peu aujourd'hui le clivage moderne entre le mouvement réformateur et le Parti socialiste. Et ensuite, indirectement, le problème, c'est que par cette substitution de classe, il va y avoir une substitution de clivage. Donc, ce qui fait qu'on a un petit peu ce sentiment pas de perversion, mais à la fois de perversion et de perdition, entre une gauche et une droite qui se ressemblent quand même, mais dont une préfère plutôt l'inégalité pour plus de richesse et de profit, donc pour le renforcement de l'État, et ensuite une autre qui, elle, défend beaucoup plus la répartition, les travailleurs, beaucoup moins de fiscalité, etc. Mais en fait, la différence, ce qui fait que maintenant les ouvriers vont de plus en plus vers les communistes, c'est tout simplement parce que le PS s'est embourgeoisé et a épousé cette logique de profit. En fait, c'est là où je vais répondre à Dracul dans les commentaires, et ça va être ma réponse définitive, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de clivage philosophique et anthropologique entre ce qui relève de la gauche économique et sociale et l'ancienne droite. La véritable droite a disparu des radars par le fait que le monde de l'argent a substitué le pouvoir religieux et le pouvoir de l'honneur. Et indirectement, si vous voulez, c'est plus une question de substitution de clivage, de substitution d'offres politiques, que de véritable confrontation. Donc en l'occurrence, la gauche libérale d'hier a remplacé la droite économique d'aujourd'hui, donc il veut beaucoup plus d'ordre parce que attaché au profit, et pas de l'ordre pour la continuité du long terme. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, la gauche qui est plutôt économique et sociale, c'est celle, donc depuis toujours, et c'est là où le Parti socialiste est comme resté fidèle à sa philosophie, même s'il y a eu un embourgeoisement depuis. La bourgeoisie libérale de gauche et de droite, surtout de gauche maintenant, elle pense plus la répartition et le renforcement du pouvoir syndical pour contredire l'ordre du profit. Donc vous voyez bien que, quand même, cette pluralité de clivage entre parti communiste, gauche, droite, etc., actuellement, en fait, c'est la conséquence indirecte d'un renversement de quelque chose qui était ordonné, religieux, spirituellement et historiquement ancré. Et ce qui fait que vous avez beaucoup plus de préoccupations autour du pouvoir d'achat, de la conception écologique, etc. Mais beaucoup moins ce qu'il s'agit de la spiritualité, de l'identité, de l'instruction publique, etc. On voit bien que de plus en plus, que ce soit les clivages de gauche ou de droite, le niveau scolaire s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'on a le but de ne plus instruire les gens pour les rendre libres et les rendre honorables vis-à-vis de lignées antérieures et de la continuité d'une société qui reste la même, mais plutôt
L'abrutissement collectif pour inciter les gens à consommer et à renforcer beaucoup plus le profit et la conformité pour les offres politiques en place. Donc vous voyez bien que c'est une classe qui était révolutionnaire, qui se font concurrence en matière de pouvoir, donc en fait, qui sont vraiment en désaccord sur la philosophie économique. Une qui concerne beaucoup plus le profit parce que détentrice du capital, et d'autres qui renforcent beaucoup plus le pouvoir syndical, la taxation sur les plus grandes fortunes, le renforcement de l'épanouissement des ouvriers pour plus de pouvoir et le renforcement de leur électorat politique. Mais il ne faut pas oublier que de gauche comme de droite, de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, ils sont dans une logique premièrement athée. Ils n'ont pas de lien avec la philosophie noble, ils n'ont aucun lien avec la véritable philosophie de droite, et troisièmement, ils instrumentalisent l'individu pour des offres électorales, pour qu'il soit réélu, et donc pour une logique de pouvoir d'achat, d'économie et de profit. Donc c'est un petit peu ce qui va un petit peu répondre à ce qui était en commentaire. Et donc c'est ici, alors que l'épisode de Carl Schmitt touche à sa fin, je vous promets rien, je vais peut-être pas revenir directement la semaine prochaine, mais il y a une pluralité d'auteurs que j'ai en tête, sur lesquels je travaille déjà, ou j'annote, qui vont substituer Carl Schmitt et qui vont rester un petit peu dans une logique instructive et qui, j'espère, vous inspirera suffisamment pour pouvoir ainsi vous donner le goût de lire et de vous instruire vous-même et de vous rendre libre. Voilà. Une excellente fin de journée à tous et à bientôt.